élu. Avant même que cette vidéo ne commence vraiment, il y a une question qui te poursuit. Pourquoi les personnes qui te sous-estimaient ont-elles soudainement changé de regard? Pourquoi certains se taisent maintenant lorsqu'ils entendent ton nom? Pourquoi ceux qui étaient persuadés que tu abandonnerais observent aujourd'hui chacun de tes mouvements sans oser intervenir? Ce n'est pas parce que tu es devenu plus fort, ce n'est pas parce que tu es devenu plus célèbre, ce n'est même pas parce que tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Ce qui les a profondément déstabilisés, c'est que tu as continué à avancer alors que tout indiquait que tu devais renoncer. Ils avaient prévu ton effondrement. Ils avaient parié sur ta fatigue. Ils pensaient que le poids des épreuves finirait par briser ta volonté. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Tu as fait exactement ce qu'ils pensaient impossible. Tu es resté debout. Et c'est précisément cela qui les impressionne. Aujourd'hui. Élu. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est destiné à celui ou celle qui s'est souvent demandé s'il possédait encore assez de force pour continuer. À celui ou celle qui s'est senti vidé intérieurement, sans pourtant arrêter de marcher. Si tu écoutes ces paroles jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ton courage est devenu un langage que même ceux qui te critiquaient ne peuvent plus ignorer. Et à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à écrire un seul mot dans les commentaires. Un mot qui symbolisera ta libération. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose change définitivement dans ta manière de voir ton propre parcours. Premièrement, tu crois peut-être que ton problème principal aujourd'hui, c'est l'accumulation des obstacles. Comme si ta vie devait enfin devenir simple pour que tu puisses avancer correctement. Mais ce raisonnement est précisément ce qui te maintient dans une perception limitée de ton propre chemin. Une destinée solide ne se construit pas dans l'absence de résistance. Elle se construit dans la capacité à continuer malgré la résistance. Et c'est là que ton esprit est en train d'être reprogrammé sans que tu t'en rendes toujours compte. Il y a une différence fondamentale entre une vie confortable et une vie construite pour durer. Le confort cherche à éliminer toute forme de tension, mais la croissance, elle, utilise la tension comme matériau principal. C'est pour cela que certaines périodes de ta vie semblent injustes, répétitives ou même épuisantes. Ce ne sont pas des erreurs de parcours. Ce sont des phases où ton identité est testée sous pression, pas pour te détruire, mais pour révéler ce que tu es capable de devenir quand les conditions ne sont pas idéales. Tu as peut-être intégré, consciemment ou non, l'idée que les personnes fortes ne doutent jamais. Cette idée est fausse et dangereuse. Elle crée une illusion de supériorité qui n'existe pas dans la réalité humaine. Les personnes solides ne sont pas celles qui ne doutent pas. Ce sont celles qui ont appris à ne pas laisser le doute prendre le contrôle de leurs décisions. Le doute peut être présent. La fatigue peut être présente. L'incertitude peut être présente. Mais la direction reste intacte malgré tout cela. C'est ici que se joue une distinction importante. Beaucoup de gens confondent émotion et direction. Ils pensent que parce qu'ils ressentent quelque chose fortement, cela doit automatiquement influencer leur choix. Mais une personne en construction apprend progressivement à séparer les deux. Elle apprend que les émotions sont des signaux, pas des ordres. Et c'est ce changement interne qui transforme complètement la trajectoire d'une vie. Ce que tu vis actuellement n'est pas simplement une succession de problèmes isolés. C'est une pression cumulative qui tente de tester ton niveau de stabilité intérieure. Chaque retard, chaque silence, chaque incompréhension, chaque déception agit comme une force qui pousse contre ta structure mentale. Et la vraie question n'est pas « pourquoi cela m'arrive ?» La question plus utile est « qu'est-ce que cela est en train de renforcer en moi que je ne vois pas encore clairement ?» Parce que pendant que tu analyses les événements, quelque chose de plus profond est en train de se former. Une forme de résistance mentale qui ne dépend plus des circonstances immédiates. Au début, cette résistance est fragile.
elle vacille facilement. Elle doute de tout. Mais avec le temps, elle devient plus stable, plus silencieuse, moins réactive. Et c'est souvent à ce moment-là que les changements les plus importants commencent à apparaître dans la vie extérieure. Il est important de comprendre que les épreuves répétées ne sont pas seulement des tests de survie. Elles sont aussi des filtres. Elles éliminent progressivement certaines illusions que tu avais sur toi-même, sur les autres et sur la manière dont la vie devrait fonctionner. Ce processus peut être inconfortable parce qu'il détruit des attentes. Mais il construit en même temps une perception plus réaliste et plus solide de ton environnement. Beaucoup de gens abandonnent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils interprètent mal la durée de leurs difficultés. Ils pensent qu'une difficulté longue signifie une mauvaise direction, alors qu'en réalité, certaines directions importantes nécessitent simplement plus de temps pour produire des résultats visibles. Et pendant ce temps, la vraie transformation se passe en arrière-plan, dans des zones que personne ne voit. C'est ici que ton endurance devient un facteur central. Pas une endurance bruyante. Pas une endurance basée sur la démonstration ou la performance, mais une endurance discrète, presque invisible, qui consiste simplement à continuer sans validation immédiate. Ce type d'endurance est rare, parce qu'il ne donne pas de récompense instantanée. Il ne nourrit pas l'ego. Il ne produit pas de reconnaissance rapide. Mais il construit quelque chose de beaucoup plus durable. Une stabilité interne qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Ce que les autres ont souvent sous-estimé chez toi, ce n'est pas ton ambition. Beaucoup de personnes ont de l'ambition. Ce qui est plus difficile à anticiper, c'est la capacité à continuer malgré la fatigue mentale accumulée. Parce que la fatigue mentale ne se voit pas toujours. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe progressivement. Elle modifie la perception du futur. Elle rend les choses plus lourdes qu'elles ne le sont réellement. Et pourtant, malgré cela, tu continues à avancer, même à un rythme irrégulier. C'est ce point précis qui change tout dans une trajectoire humaine. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la perfection, c'est la continuité. Une continuité qui survit aux fluctuations internes. Une continuité qui ne disparaît pas à la première déception. Une continuité qui accepte que certains jours seront moins productifs, mais qui refuse de transformer une mauvaise journée en abandon définitif. Et c'est là que le recadrage devient essentiel. Parce que sans recadrage, ton esprit interprète les événements uniquement à travers la frustration ou l'épuisement. Avec le recadrage, tu commences à voir une autre structure invisible, celle de la construction progressive. Tu comprends que certaines choses ne sont pas encore visibles, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Il existe un moment dans tout processus de transformation où la personne concernée n'a pas encore de preuves externes suffisantes pour valider son évolution. C'est une zone instable, une zone où l'on peut facilement douter de tout. Mais c'est aussi la zone la plus déterminante. Parce que c'est là que se décide si une personne va abandonner ou continuer à construire sans validation immédiate. Dans cette phase, la perception devient plus importante que les circonstances elles-mêmes. Deux personnes peuvent vivre des situations similaires et interpréter complètement différemment leur réalité. L'une verra un blocage définitif, l'autre verra une étape temporaire. Et cette différence d'interprétation finit par produire deux trajectoires totalement opposées. C'est pour cela que ton plus grand travail aujourd'hui n'est pas uniquement extérieur. Il est interne. Il consiste à ajuster la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Non pas pour te convaincre que tout est facile, mais pour éviter de conclure trop vite que tout est perdu. Parce que les conclusions prématurées sont souvent ce qui détruit les processus en cours. Tu es dans une phase où la patience n'est pas une option passive, elle est une stratégie active. Elle n'est pas un simple état d'attente, elle est une forme de discipline mentale qui consiste à ne pas confondre absence de résultats visibles et absence de progression réelle. Et cette distinction change profondément la manière dont tu traverses tes journées.
Ce que tu construis en ce moment n'est pas encore entièrement visible. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Cela signifie simplement qu'il est en phase de consolidation. Et toute consolidation demande du temps, de la répétition, et surtout une certaine capacité à ne pas abandonner avant la fin du processus. Le recadrage, c'est exactement cela. Apprendre à ne plus interpréter ta vie uniquement à travers ce qui est immédiatement perceptible. Et commencer à reconnaître la logique plus profonde qui relie les étapes entre elles, même lorsque cette logique n'est pas encore évidente. Deuxièmement, imagine maintenant que ce phare ne soit pas seulement un objet isolé au milieu de l'océan, mais une structure vivante dans un environnement où tout change constamment. Autour de lui, rien n'est stable. L'eau monte, descend, frappe, recule, puis revient avec encore plus de force. Le ciel lui-même semble parfois se retourner contre lui. Et pourtant, le phare reste exactement à la même place. Il ne bouge pas pour négocier avec la tempête. Il ne s'adapte pas en abandonnant sa fonction principale. Il reste ce qu'il est, même quand tout autour de lui essaie de le faire devenir autre chose. C'est ici que l'erreur de perception la plus fréquente apparaît. De l'extérieur, beaucoup de personnes interprètent la pression comme un signe de fragilité. Ils pensent que ce qui est attaqué est forcément ce qui est faible. Mais dans les systèmes solides, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Ce qui est le plus attaqué est souvent ce qui a le plus d'impact dans son environnement. Personne ne perd son énergie à frapper quelque chose qui n'a aucune utilité. La résistance attire l'intensité, et l'intensité révèle la fonction réelle. Le phare, dans cette image, n'a jamais été conçu pour éviter la tempête. Il a été conçu pour traverser la tempête sans perdre sa fonction. Et cette nuance change complètement la lecture de ce que signifie « tenir bon ». Tenir bon ne veut pas dire que rien ne t'atteint. Cela veut dire que ce qui t'atteint ne décide pas de ce que tu deviens. La structure reste supérieure à la situation. Dans ta propre expérience, il y a probablement eu des moments où tu as interprété la répétition des difficultés comme une erreur de trajectoire, comme si la vie elle-même essayait de te dire de reculer. Mais cette interprétation repose sur une confusion entre inconfort et invalidation. L'inconfort ne signifie pas forcément que tu es au mauvais endroit. Il peut aussi signifier que tu es en train d'exister dans une zone qui demande plus de toi que ce que tu avais utilisé jusque-là. C'est précisément dans ces zones que la construction de caractère devient visible. Pas dans les moments où tout est simple, mais dans les moments où la simplicité disparaît et où il ne reste plus que la structure interne. Le phare ne dépend pas du calme pour exister. Il dépend de sa capacité à rester fonctionnel dans le chaos. Et c'est exactement cette logique qui s'applique aux périodes que tu traverses. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur la manière dont les autres perçoivent ce type de stabilité. Beaucoup de personnes ne réagissent pas directement à tes résultats. Elles réagissent à ta constance. Parce que les résultats peuvent parfois être expliqués par des circonstances externes, par la chance ou par des facteurs temporaires. Mais la constance, elle, est difficile à imiter. Elle ne dépend pas d'un seul moment, mais d'une répétition dans le temps. C'est pour cela que certaines personnes commencent à te regarder différemment sans même comprendre pourquoi. Elles observent une forme de continuité là où elles s'attendaient peut-être à une rupture. Elles voient quelqu'un qui aurait pu disparaître intérieurement sous la pression, mais qui reste présent, même de manière discrète, et cette présence silencieuse crée un impact plus profond que n'importe quel discours. Le phare ne parle pas, il ne se justifie pas, il ne tente pas de convaincre l'océan de le laisser tranquille. Il fonctionne, et cette simple fonction suffit à transformer la manière dont il est perçu. Dans ton cas, il y a aussi cette dimension silencieuse qui commence à s'installer progressivement. Une forme de stabilité qui ne dépend plus uniquement de ton humeur du moment ou des circonstances immédiates. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que ce type de stabilité ne se construit pas dans les périodes calmes. Il se construit dans les périodes de déséquilibre.
parce que c'est là que tu es obligé de trouver une référence interne plutôt qu'externe. Quand tout est calme, il est facile de croire que tu es solide. Mais, quand tout bouge autour de toi, tu es forcé de découvrir ce qui reste quand tout le reste devient instable. Et ce qui reste, dans ces moments-là, est souvent plus important que ce qui a été perdu en cours de route, parce que ce qui reste définit ton noyau, ton centre, ta capacité à ne pas te dissoudre dans les événements. Et c'est exactement ce que les tempêtes révèlent sans le vouloir. Elles montrent l'effondrement, elles montrent la partie de toi qui ne dépend pas du contexte pour exister. C'est aussi pour cela que certaines personnes finissent par ressentir un respect silencieux, même lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec toi, ou même lorsqu'elles ne comprennent pas ton parcours. Ce respect ne vient pas d'une explication logique, il vient d'une observation répétée, celle de quelqu'un qui continue malgré ce qui aurait pu suffire à arrêter beaucoup d'autres. Les victoires attirent l'attention, elles sont visibles, mesurables, comparables. Mais elles peuvent aussi être isolées dans le temps. La persévérance, elle, s'inscrit dans une continuité. Elle raconte une histoire différente, une histoire qui ne dépend pas d'un seul moment, mais d'une série de moments où la décision de continuer a été répétée. Et c'est là que ton parcours prend une dimension particulière. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu as réussi à atteindre qui crée une impression. C'est ce que tu as réussi à ne pas abandonner, même lorsque les conditions n'étaient pas favorables, même lorsque les résultats tardaient, même lorsque la logique aurait pu justifier un arrêt. Dans cette analogie du phare, il y a une vérité implicite. Sa valeur n'est pas définie par le calme, mais par la tempête. Sans tempête, il n'y a aucune raison de remarquer sa fonction. Sans obscurité, sa lumière n'a pas la même signification. Et sans chaos, sa stabilité ne serait pas visible. De la même manière, certaines périodes de ta vie que tu aurais peut-être préféré éviter sont précisément celles qui rendent ton évolution visible. Non pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles révèlent quelque chose qui n'aurait pas été perceptible automatiquement. Une sorte d'édigie. Une forme de continuité intérieure qui ne dépend pas des conditions extérieures. C'est cette continuité qui finit par laisser une trace plus profonde que n'importe quel succès isolé, parce qu'elle montre que tu n'es pas simplement quelqu'un qui réussit quand les conditions sont favorables, mais quelqu'un qui continue à fonctionner même lorsque les conditions deviennent instables. Et cette différence change complètement la perception de ton parcours. Le phare n'est pas impressionnant parce qu'il évite la tempête, il est impressionnant parce qu'il existe à travers elle sans perdre sa fonction. Et dans cette image, il y a un reflet direct de ce que ton propre chemin est en train de construire, étape après étape, sans bruit, inutile, mais avec une cohérence que le temps finit toujours par rendre visible. Troisièmement, il existe un paradoxe que très peu de personnes comprennent après une longue période de lutte. Le moment où la menace extérieure diminue ne produit pas immédiatement un sentiment de paix intérieure. Au contraire, il peut créer une forme de confusion silencieuse. Parce que l'esprit, habitué à surveiller le danger en permanence, continue d'activer les mêmes réflexes même lorsque les circonstances ont changé. C'est comme si une partie de toi n'avait pas reçu l'information que la guerre est terminée. Et c'est là que commence le véritable obstacle, celui qui n'est pas visible de l'extérieur. Tu peux avoir avancé dans ta vie, changé certaines situations, dépassé certains contextes et malgré cela, rester intérieurement structuré autour de l'ancien environnement. Non pas parce que tu refuses de progresser, mais parce que ton système interne a appris à survivre dans un état d'alerte prolongé. Et ce système, une fois installé, ne s'éteint pas automatiquement. Ce décalage crée une tension subtile. D'un côté, ta réalité actuelle demande plus de calme, plus de confiance, plus d'ouverture. De l'autre côté, ton conditionnement passé te pousse à rester dans une posture de vigilance. Tu analyses encore les situations comme si chaque erreur pouvait avoir un coût énorme. Tu anticipes des réactions qui ne viennent plus.
Tu te prépares à des conflits qui ne sont plus présents. Et sans t'en rendre compte, tu continues à vivre partiellement dans une ancienne version de ton environnement. C'est ainsi que la souffrance prolongée devient parfois plus qu'un souvenir. Elle devient une structure mentale, une façon automatique d'interpréter le monde. Et lorsque cela se produit, le danger ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non pas sous forme de destruction, mais sous forme de limitation. Une limitation douce, presque invisible, qui influence tes décisions sans que tu les remettes en question. Tu peux continuer à avancer, à construire, à évoluer, tout en gardant une perception de toi-même qui appartient à une ancienne phase de ta vie. Et c'est là que se trouve le piège le plus subtil. Tu peux devenir quelqu'un de plus solide extérieurement, tout en restant intérieurement attaché à une version de toi qui était en mode survie. Cette dissonance crée une forme de retenue dans ton propre développement. C'est pourquoi certaines personnes, après avoir traversé des périodes difficiles, ont du mal à reconnaître leur propre progrès, non pas parce qu'ils sont inexistants, mais parce que leur point de référence interne n'a pas encore été mis à jour. Elles continuent à mesurer leur valeur avec les critères d'une époque où elles devaient simplement tenir, survivre, résister. Mais ces critères ne correspondent plus à la réalité actuelle. Le véritable changement commence au moment où tu acceptes une idée simple, mais dérangeante, pour l'esprit habitué à la lutte. Tu n'es plus dans le même contexte. Cela ne signifie pas que tout est devenu facile. Cela signifie que les règles ont changé. Et si les règles ont changé, continuer à utiliser les anciens réflexes devient une forme de décalage avec ta propre évolution. Il y a aussi une conséquence importante à cette continuité intérieure de la survie. Elle empêche parfois la reconnaissance des propres progrès. Parce que reconnaître un progrès demande un certain niveau de sécurité intérieure. Or, un esprit encore conditionné par l'ancienne tension a tendance à minimiser ce qui va bien, comme une forme de prudence automatique. Comme si accepter un progrès trop tôt pouvait attirer un danger invisible. Mais cette logique appartient à une période où la vigilance était nécessaire. Pas forcément à ta réalité actuelle. Et c'est ici que le travail intérieur devient essentiel, différencier ce qui est encore utile de ce qui est simplement resté par habitude. Ce processus n'est pas une rupture brutale avec ton passé. C'est un ajustement progressif de ton identité interne. Tu ne renies pas ce que tu as traversé. Tu reconnais simplement que ce que tu as traversé ne doit pas continuer à définir entièrement la manière dont tu te perçois aujourd'hui. Il y a une différence entre se souvenir d'une guerre et continuer à vivre comme si elle était toujours en cours. C'est dans cet espace que beaucoup de personnes restent bloquées sans s'en rendre compte. Elles ont évolué, mais leur perception d'elles-mêmes est restée figée. Elles attendent inconsciemment de mériter une forme de stabilité, comme si elles étaient encore dans une phase où tout pouvait basculer à tout moment, et cette attente empêche parfois la pleine intégration de leur propre progression. Le changement réel devient visible lorsque tu commences à agir non plus uniquement depuis la mémoire de la lutte, mais depuis la réalité actuelle. Cela signifie que tes décisions ne sont plus dictées par la peur anticipée des anciens scénarios. Elles commencent à être guidées par une lecture plus précise de ce qui existe réellement maintenant. C'est aussi pour cela que ton propre regard sur toi-même est si important dans cette phase. Parce que tant que tu continues à te voir uniquement à travers l'ancienne version de ton histoire, tu risques de filtrer tes expériences actuelles avec un prisme qui n'est plus adapté. Et ce filtre peut réduire la perception de tes propres capacités, même lorsqu'elles se sont développées. Les autres, eux, ne regardent pas ton passé de la même manière que toi. Ils observent souvent ce que tu deviens maintenant, sans être enfermés dans la totalité de ton parcours intérieur. C'est pour cela qu'ils peuvent parfois percevoir une évolution avant toi. Ils ne ressentent pas des facia. Des anciennes batailles de la même façon que toi. Ils voient davantage la cohérence actuelle que la mémoire de la lutte. Mais la transformation la plus importante reste celle qui se joue en interne. Le moment où tu commences à s'exulter
C'est que continuer à te définir uniquement par les anciennes épreuves n'est plus une protection, mais une limitation. Ce n'est pas un rejet de ton histoire, c'est une mise à jour de ton identité. Et cette mise à jour ne supprime pas ce que tu as vécu. Elle empêche simplement que ce que tu as vécu continue à déterminer entièrement la manière dont tu vis aujourd'hui. Quatrièmement, élu, il y a un point que tu dois comprendre avec une clarté totale, sans l'adoucir, sans le détourner, sans le rendre plus acceptable qu'il ne l'est réellement. La plupart des gens imaginent que ce qui marque une vie, ce sont les accomplissements visibles, les preuves extérieures, les moments où tout devient enfin évident aux yeux des autres. Mais dans ton cas, ce n'est pas cela qui a réellement laissé une empreinte. Ce qui a créé une différence silencieuse dans ton parcours, ce n'est pas ce que tu as obtenu. Ce n'est même pas ce que tu as perdu. C'est ce que tu as refusé de devenir pendant que tu traversais tout cela. Parce que face aux mêmes circonstances, deux personnes peuvent vivre des trajectoires totalement opposées. L'une laisse ses blessures redessiner son identité entière. Elle devient la continuité de ce qui l'a blessée. Elle adopte la dureté, la fermeture, la rupture intérieure comme mécanisme de défense permanent. L'autre, malgré les mêmes chocs, malgré les mêmes déceptions, malgré la même fatigue, fait un choix plus difficile à maintenir dans le temps. Elle refuse de laisser ses blessures écrire la totalité de son histoire. Et ce refus-là ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas immédiatement. Il ne produit pas toujours de récompense instantanée. Mais il change profondément la structure intérieure d'une personne. Tu aurais pu devenir quelqu'un qui justifie son passé en s'y enfermant. Quelqu'un qui explique chaque décision par ce qui lui est arrivé. Quelqu'un qui transforme la douleur en identité permanente. C'est une pente naturelle pour beaucoup de personnes, parce qu'elle demande moins d'efforts internes que le maintien d'une direction consciente. Mais tu as, consciemment ou non, résisté à cette transformation-là. Et c'est précisément ce que les autres perçoivent sans toujours pouvoir le formuler. Ils ne voient pas sensisatis, non. Une histoire personnelle. Ils voient une continuité qui n'a pas été entièrement déformée par les événements. Une forme de cohérence intérieure qui n'a pas été entièrement écrasée par les circonstances. C'est pour cela que certaines réactions autour de toi ne sont pas simplement des réactions à ce que tu fais, mais à ce que tu représentes inconsciemment. Tu représentes le fait qu'il est possible de traverser des périodes lourdes sans devenir entièrement une extension de ces périodes. Tu représentes une forme de stabilité construite au milieu de l'instabilité. Et ce type de stabilité ne s'explique pas facilement. Il se ressent. Il se perçoit dans la manière dont une personne continue à avancer sans exagération, sans effondrement total, sans abandon définitif de sa trajectoire intérieure. Ce n'est pas une performance, c'est une continuité. C'est aussi pour cela que ton courage réel n'est pas toujours reconnu à sa juste mesure au moment où tu le vis, parce qu'il ne correspond pas toujours à l'image classique du courage spectaculaire. Il n'est pas forcément visible dans des moments héroïques, il est beaucoup plus discret. Il est dans les jours où tu as continué sans motivation, dans les périodes où personne ne regardait, dans les moments où tu aurais pu arrêter sans que personne ne t'en demande de compte. Ce sont ces décisions répétées, invisibles, presque banales en apparence, qui construisent ton véritable témoignage. Un témoignage qui ne dépend pas d'une seule victoire, mais d'une accumulation de choix internes dans la même direction. Et c'est là que quelque chose devient important à comprendre. Ton histoire n'est pas seulement définie par ce que tu as vécu, mais par ce que tu as refusé de laisser devenir ton identité finale. Parce qu'il existe toujours une tension entre ce que les circonstances essaient de façonner et ce que tu décides de devenir malgré elles. Et cette tension-là est souvent silencieuse. Elle ne fait pas de bruit extérieur, mais elle est déterminante. Tu as traversé des phases où il aurait été logique, du point de vue de beaucoup de personnes, de te replier, de t'arrêter,
de te refermer. Mais tu as continué, même de manière irrégulière, même avec des doutes, même avec des périodes de fatigue. Et cette continuité imparfaite est souvent plus significative qu'une perfection imaginaire. Parce que ce qui construit une trajectoire solide, ce n'est pas l'absence de chute. C'est la manière dont une personne refuse de laisser ses chutes définir la totalité de son avenir. Il y a un moment dans chaque parcours où le plus grand combat n'est plus extérieur. Il devient interne. C'est le moment où tu dois choisir entre rester fidèle à une version blessée de toi-même ou accepter que cette version n'est plus la totalité de ce que tu es. Et ce choix ne se fait pas une seule fois. Il se répète. Il se réactive. Il se reconfirme dans les petites décisions quotidiennes, dans les pensées que tu acceptes de laisser guider ton comportement, dans la manière dont tu interprètes tes propres progrès. Le véritable changement commence quand tu arrêtes de négocier ton identité uniquement avec tes anciennes blessures. Quand tu commences à reconnaître que ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu as survécu. Elle inclut aussi ce que tu construis après avoir survécu. C'est pour cela que le doute, à un certain niveau, n'est plus seulement une émotion passagère. Il devient parfois un ancien réflexe, une habitude mentale héritée d'une période où il fallait surveiller, anticiper, se protéger en permanence. Mais ce réflexe ne doit pas nécessairement continuer à diriger la manière dont tu te perçois aujourd'hui. Parce que les autres, eux, ne voient pas uniquement ton passé, ils voient ta continuité actuelle, ils voient ce qui persiste malgré ce que tu as traversé. Et cette persistance, même silencieuse, finit par créer une impression durable. Mais la personne la plus importante à convaincre dans ce processus n'est pas l'extérieur. C'est ton propre regard sur toi-même. Tant que ce regard reste attaché uniquement à une version ancienne de ton identité, il devient difficile de reconnaître pleinement ce que tu es devenu en parallèle. Et c'est ici que le verdict final prend tout son sens. Ce qui définit ton parcours, ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as refusé de devenir malgré tout cela. Et c'est ce refus, répété dans le temps, qui est en train d'écrire la suite de ton histoire. Il y a une chose que peu de gens comprennent dans les phases de reconstruction personnelle. Ce n'est pas parce que la tempête s'est calmée à l'extérieur qu'elle a disparu à l'intérieur. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il fonctionne comme un système d'adaptation. Et, quand tu as vécu longtemps dans un état de tension, de vigilance ou de lutte, ton esprit a appris à considérer cet état comme une norme. Même lorsque les circonstances changent, cette norme reste active, en arrière-plan, comme un programme qui tourne encore. C'est pour cela que parfois tu avances, mais tu ressens encore une forme de lourdeur intérieure qui ne correspond plus exactement à ta réalité actuelle. Ce décalage peut créer une confusion subtile. Tu peux être en train de construire quelque chose de nouveau, tout en ayant des réactions émotionnelles qui appartiennent à une version plus ancienne de toi. Et si tu ne fais pas attention à ce décalage, tu peux commencer à douter de tes progrès, non pas parce qu'ils sont inexistants, mais parce que ton système interne n'a pas encore complètement intégré la nouvelle phase dans laquelle tu te trouves. C'est ici que beaucoup de personnes se bloquent sans s'en rendre compte. Elles attendent une sensation parfaite pour valider leur évolution. Elles pensent que si elles étaient vraiment guéries ou transformées, elles ne ressentiraient plus jamais de doute, plus jamais de fatigue, plus jamais d'hésitation. Mais cette attente est irréaliste. Elle repose sur une idée fausse de la transformation humaine. La transformation ne supprime pas l'humanité. Elle modifie la direction, pas la totalité des sensations. Ce qui change réellement, c'est le centre de gravité intérieur. Avant, chaque difficulté pouvait déplacer ton identité entière. Une seule déception pouvait remettre en question toute ta trajectoire. Une seule perte pouvait redéfinir ta vision de toi-même. Mais, progressivement, ce centre de gravité se stabilise. Les événements continuent d'exister, mais ils ne déplacent plus aussi facilement ton noyau intérieur.
Tu ressens encore, mais tu n'es plus entièrement défini par ce que tu ressens. Et c'est cette évolution-là qui est souvent invisible au début, parce qu'elle ne produit pas immédiatement des résultats spectaculaires. Elle produit quelque chose de plus subtil, une résistance interne au chaos. Une capacité à ne pas se dissoudre émotionnellement à chaque fluctuation extérieure. Et cette capacité se construit lentement, à travers des expériences répétées où tu as continué malgré l'inconfort. Mais il y a un point encore plus profond dans ce processus, c'est la manière dont ton esprit interprète ton propre passé. Tant que tu continues à te voir uniquement à travers les moments où tu as souffert, ton identité reste partiellement figée dans ces moments. Ce n'est pas que tu ignores ton passé, c'est que tu lui donnes encore le rôle principal dans la définition de qui tu es aujourd'hui. Or, une identité mature ne se construit pas uniquement sur la mémoire de la survie. Elle se construit sur la reconnaissance de la continuité. La continuité entre la personne qui a traversé des périodes difficiles et la personne qui existe maintenant, avec plus d'expérience, plus de recul, plus de capacité à observer sans être immédiatement submergé. Le problème, c'est que le cerveau humain a une tendance naturelle à survaloriser les moments intenses. Les périodes de douleur, de peur ou de perte laissent des traces plus fortes que les périodes neutres ou stables. Cela crée une illusion, celle que ces moments définissent davantage ta réalité que les moments où tu es simplement en train de vivre, d'apprendre ou de progresser sans crise majeure. C'est là que le travail intérieur devient important. Il ne s'agit pas d'effacer ce que tu as vécu. Il s'agit de rééquilibrer la perception. De ne plus laisser les périodes les plus difficiles occuper 100% de la définition de ton identité actuelle. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont plus la totalité de ton présent. Et ce changement de perception a un effet direct sur ta manière d'agir, parce que la manière dont tu te perçois influence la manière dont tu prends tes décisions. Une personne qui se perçoit encore comme en survie va naturellement hésiter plus, se protéger plus, éviter certains risques, même lorsqu'ils sont nécessaires à son évolution. À l'inverse, une personne qui commence à intégrer sa progression va progressivement élargir son champ d'action, non pas par impulsivité, mais par lucidité. Il ne s'agit pas de devenir inconscient des risques. Il s'agit de ne plus vivre comme si chaque risque était une menace existentielle. Il s'agit de remettre chaque situation à sa juste place, sans la surcharger émotionnellement avec les souvenirs du passé. C'est exactement là que se joue une grande partie de ce que tu traverses actuellement, un ajustement entre ton passé et ton présent. Ton passé a construit une forme de vigilance, ton présent demande une forme de stabilité, et ton avenir dépend de ta capacité à équilibrer ces deux dimensions sans laisser l'une écraser l'autre. C'est aussi pour cela que certaines personnes autour de toi perçoivent déjà une différence, même si toi tu ne la ressens pas toujours de manière claire. Elles ne voient pas faire signe. Tes pensées internes, mais elles perçoivent ton comportement, ta constance, ta manière de réagir différemment à des situations similaires. Et ces micro-changements sont souvent plus révélateurs que les grandes déclarations de transformation. Parce qu'une vraie transformation n'est pas un événement unique. C'est une accumulation de petits ajustements invisibles. Une manière différente de répondre. Une manière différente de réfléchir. Une manière différente de te repositionner face à ce qui arrive. Et plus ces ajustements s'accumulent, plus ton identité réelle commence à diverger de ton identité ancienne. Mais il y a toujours un délai entre ces deux versions. Et ce délai est souvent l'endroit où naît le doute. Parce que tu es entre deux perceptions de toi-même. Celle que tu connais depuis longtemps et celle qui est en train d'émerger progressivement. Ce moment intermédiaire est inconfortable, mais il est essentiel. C'est une phase de transition identitaire. Et dans cette phase, il est normal de ne pas avoir encore une image totalement claire de qui tu deviens.
Mais ce qui est important, c'est de ne pas bloquer ce processus en te retenant à l'ancienne version par habitude ou par peur de l'inconnu. La continuité de ton évolution dépend de ta capacité à laisser de la place à cette nouvelle version sans exiger immédiatement des preuves parfaites de son existence, parce que la croissance humaine ne fonctionne pas comme une validation instantanée. Elle fonctionne par accumulation progressive de cohérence. Et cette cohérence est déjà en train de se construire, même si elle n'est pas encore totalement stabilisée. Si ce message a résonné avec ton cœur, écris un seul mot dans les commentaires. Libérer. Un seul mot. Parce qu'il symbolise le moment où tu refuses définitivement de laisser la peur écrire la suite de ton histoire. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la avec une personne qui a besoin de comprendre que son courage est déjà en train de changer son destin.